Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, donc c'est assez impressionnant. Donc, sans plus attendre, je vais appeler tous mes compères pour cette table ronde. Donc, déjà, vous le connaissez peut-être ou pas, il a distribué certains des plus grands noms du cinéma international, donc de Park Chan-wook à Nicolas Winding Refn, en passant par le triomphe de Bong Joon-ho, Parasite. Donc, Manuel Chiche, président de The Jokers Films. Ensuite, il est jeune, il est réalisateur, il a réalisé une des très belles surprises du cinéma français de l'année dernière, François Descraques, réalisateur du Visiteur du futur. Enfin, j'appelle, honneur aux dames, j'appelle Marie-Lix Fourconnet, responsable de l'exploitation de la région Grand Est. Et enfin, le local de l'étape, monsieur Arnaud Toussaint, exploitant des cinémas Palace à Épinal. Voilà, merci à tous d'être là. Donc, ils vont commencer par vous dire tout ce qu'ils ont à vous dire. Après quoi, bien sûr, vous pouvez poser des questions, je pense que c'est prévu. Donc, tout d'abord, pour lancer les hostilités, je vais m'adresser peut-être à François et à Manuel, et je vais poser une question un peu... J'espère que je ne vais pas me faire insulter par la foule. J'aimerais demander, déjà, on va parler de cinéma de genre, voilà, en quoi le cinéma de genre peut aider, effectivement, peut-être une des clés pour faire revenir le public en salle, les salles qui connaissent, des petits soucis de fréquentation en ce moment post-crise sanitaire. Donc, Manuel, François, j'aimerais vous demander, cinéma de genre, ça veut dire quoi? Alors, je précise, cinéma de genre, moi je sais que je pense souvent à film d'horreur, science-fiction, film fantastique, on est au bon endroit. Et la France n'est pas forcément toujours réputée pour être très friande pour produire ce genre de films. Mais on pourrait aussi parler de thrillers, de polars, de films policiers. Et là, on a quand même une belle tradition française, de Jean-Pierre Melville jusqu'à récemment encore. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On pourrait dire que cinéma de genre, ça veut rien dire. Oui, en fait. Tout à fait. C'est une appellation anglaise qui a été réutilisée par les journalistes. Aujourd'hui, on pourrait résumer ce qui est donc appelé cinéma de genre à tout le cinéma, sauf, on va dire, le drame intimiste en chambre. Voilà. C'est ça le cinéma de genre. Donc en fait, le cinéma de genre, c'est le cinéma. Exactement. Moi, je pense que la plupart des gens qui ont grandi avec le cinéma ont grandi avec plein de genres de cinéma. Et pour eux, quand on leur dit cinéma de genre, ils pensent à différents types de cinéma. Et oui, il peut y avoir de la comédie, du film d'horreur, du drame. Mais ils ne le voient pas comme tu dis, Manuel, comme les journalistes ou comme les critiques. Ils disent « Ah, c'est un film de genre, donc il y a du sang. » Pas forcément. Enfin, voilà, il y a plusieurs types de films de genre. Donc je ne pense pas que le public vont voir du film de genre, même où ils y vont, même sans s'en rendre compte des fois. Voilà, ça fait partie de leur culture générale. Donc si on pouvait changer d'appellation, ça serait bien. Ouais. Donc, justement, Manuel, cinéma de genre, bon, il faut que je chasse ce nom, mince. Si on prend l'exemple de ta société, justement, est-ce que tu peux rappeler un peu comment dans ta ligne éditoriale, comment tu as voulu la développer et comment, notamment, la tournure qu'elle a pris au cours des derniers mois, dernières années, parce que, donc, comme je le disais en introduction, tu as distribué certains très grands auteurs du cinéma de genre, international. Et suite au triomphe, c'est le cas de le dire, de Parasite, 2 millions d'entrées, tu t'es un peu réorienté pour justement soutenir de jeunes auteurs français dans du cinéma de genre, je ne sais pas, mais en tout cas un cinéma radical et différent, en tout cas, de ce que le cinéma français peut proposer. En fait, moi je suis un papa de 2 enfants qui ont à peu près l'âge du jury jeune, quoi, grosso modo. Hein. Salut. Je ne les ai pas beaucoup vus aller voir des films français. Peut-être parce qu'il y a une tradition chez nous, juste, pas juste, ça c'est à discuter, qui est plutôt
le film intimiste, on va dire, si on le fait grossièrement. Et ils me disent que le cinéma français, ça les fait chier. Donc, ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau, parce que bon, on reste qu'un tout petit distributeur et un tout petit producteur. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de vous réattirer, là, Laurent Devant, dans les salles de cinéma sur du cinéma français? Donc, on a attaqué ça avec beaucoup de premiers films. En essayant avec notre première production de long métrage, donc que vous avez visiblement pas vu en salle de cinéma, qui s'appelle Les Rascals, de faire un premier film avec un cast inconnu et de voir comment ça marche. Bah, ça marche pas. C'est dommage parce que ça raconte une histoire qui est importante. Ça raconte la France de vos parents, celle dans laquelle ils ont grandi. Ça raconte comment le Front National a commencé à rentrer dans le paysage politique. Ça raconte ce que c'était d'être un jeune de banlieue à cette époque, en région parisienne. Ça raconte le métissage, ça raconte les bandes, ça raconte les potes. Je suis un peu désemparé que vous y soyez pas allés. Bref, mais peu importe, c'est comme ça. Le film est toujours en salle, vous pouvez toujours essayer de vous rattraper. Mais on continue à travailler sur des sujets de société, également sur des films sur le cinéma fantastique qui n'est pas du tout une tradition française, en tout cas à de très rares exceptions, elle ne l'est pas. Vous avez peut-être, enfin pour certains d'entre vous, donc le jury jeune, donc je vais être obligé de vous viser tout le temps. Vous avez certainement vu Teddy, qui était une tentative de film fantastique à la française, très hybride, mélange de comédie sociale, de film de loup-garou, mais en réalité, comme l'était le loup-garou de Londres de John Landis à l'époque, à part qu'il parle anglais et que les protagonistes de Teddy parlent français. Ça n'a pas marché non plus, mais on s'accroche. La Nuée, c'est pareil, film fantastique, avec des sauterelles qui se rebellent d'une certaine manière, mais également drame paysan, peut-être trop hybride. Mais on continue à s'accrocher à ça parce que on pense que, d'abord, en France, on a totalement les talents pour faire ça. Et je pense que François en est la preuve, avec les 330 000 entrées du Visiteur du futur. Il en est la preuve quand vous décidez de vous mobiliser sur un truc. Et ça, putain, c'est pas facile, quoi. Voilà. Et alors, je confirme que Les Rascals, c'est vraiment très très bien. Donc si vous pouvez, allez-y. Voilà, je te fais pas la pub, je le pense. Voilà. Mais un peu quand même. Oui, voilà. Juste avant de te donner la parole, François, je rebondis. Je te donne une dernière fois la parole, Manuel. Excuse-moi sur ce que tu viens de dire parce qu'on en parlait un peu avant la table ronde. Effectivement, le cinéma français n'est pas forcément friand de cinéma fantastique. Et j'ai envie de te demander pourquoi. Parce que bordel, il y a 20 ans, il y a quand même eu des tentatives et qui ont réussi. Je citerai un grand ami du festival de Gérard Armay, M. Christophe Gans, qui il y a 20 ans fait le Pacte des loups, ça a fait un massacre, c'est le cas de le dire, et ça a été suivi par rien, alors que ça aurait pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai pas la réponse. Hein. Donc, alors pour le coup, sur le Pacte des loups, j'y étais, donc ça vous donne une idée de mon âge. Hein. Et c'était pareil, une tentative très hybride d'un film en costume dans lequel apparaissait un Indien adepte des arts martiaux. Et pourtant, ça a fait 5 millions d'entrées. On a d'autres exemples aussi comme ça, comme un des premiers films fantastiques français à destination des jeunes que vous n'avez forcément pas vu, puisque c'est à peu près la même époque que le Pacte des loups, qui est Promenons-nous dans les bois. Promenons-nous dans les bois, 800 000 entrées à l'époque. Pourtant, le film n'est pas génial, hein, mais bon. C'est vrai, putain. C'est vrai, oui. Bah oui. Enfin... Moi, je l'ai vu à la télé, j'ai arrêté au bout de 20 minutes. Mais enfin bon. Écoute, mais pourtant, ils étaient 800 000 à y aller. Ouais, voilà. On est en 2023, ça y est. François, donc, voilà. L'aventure, le visiteur du futur. Eh bien voilà, tu en es la preuve. On peut faire du cinéma de science-fiction français, ambitieux, qui a de la gueule, c'est le cas de le dire, et dans des économies en plus assez raisonnables, d'après ce que j'ai compris. On n'est pas sur le budget d'Avatar, quoi. Je pense qu'avec Avatar, on peut faire 350 pour 1500 visiteurs futurs. Enfin, c'est pas comparable. Une journée de tournage d'Avatar coûte plus cher que tout le film. Donc c'est sûr que c'est pas les mêmes économies, mais aussi c'est aussi ça le prix de la liberté. C'est qu'on avait faire un film à 4,5 millions, c'est moins de pression pour les entrées et tout, donc c'était pas plus mal pour moi de
comment dire, de pas avoir tout de suite une pression de ouf mais par contre, ça demande d'être malin sur comment le faire. Que la difficulté, c'est de faire un film qui fasse long métrage. Le challenge de ce film, c'était que les gens nous attendaient en tournant en disant « Ah, ça vient d'Internet, donc ça va être pourri, très bien, allez-y ». Ou plutôt « Non, n'allez-y pas ». Enfin, on nous disait non à la base. Tout le monde nous a dit non pour faire ce film parce qu'il y avait une aura Internet qui était vraiment un vrai... je pense que venir d'Internet ou de YouTube, pour le cinéma français, c'est pire que faire du porno, quoi. C'est vraiment genre, c'est la honte et on veut pas de toi. Et en plus, si tu réussis, c'est pire. Donc c'était plus ça qui était le vrai obstacle que finalement la science-fiction qui était personne nous a parlé de ça. Vraiment, l'obstacle c'était moi, hein, c'était mon profil. C'est ça qui n'était pas forcément le bienvenu. Donc on s'est vraiment battu et on a trouvé les bonnes personnes et tout. C'était compliqué, mais c'est un film compliqué, c'est normal. Hein, c'était pas un film évident. Mais ce qu'il fallait faire, c'était qu'il soit ouvert au plus grand nombre de gens, déjà, il ne fallait pas que ce soit un film que de fans, et aussi qu'il soit produit d'une façon qui donne envie d'aller au cinéma. Parce que les gens, voilà, le cinéma, c'est quand même un investissement, et on sait que les jeunes peuvent aller au cinéma et y aller même plusieurs fois s'ils y croient, mais il faut qu'il y ait une ambition un peu visuelle et tout. Et donc, le Visiteur du Futur, ça a été vraiment, vraiment fait pour qu'à chaque fois, on se dise, OK, ça fait cinéma, et il ne fallait pas qu'on nous dise « Ah, vous avez fait du web au cinéma », c'était pas du tout l'ambition, quoi. Donc il y a eu plein de trucs comme ça qui a été, on va dire, qui a été compliqué, hein, parce qu'il fallait, on n'avait pas le budget pour faire ça, quoi. Il fallait trouver les solutions, et heureusement, on avait des solutions en région Grand Est. C'est là où vraiment on nous a aidés, parce qu'on ne pouvait pas construire tous les décors. On en a construit très peu de décors. Finalement, les décors ont été fabriqués autour de décors existants, à savoir des usines désaffectées. Et quand on a commencé à prospecter sur où est-ce qu'on allait tourner, la région Grand Est, c'est les premiers qui sont venus nous voir en disant « Nous, on a plein de décors ». Et voilà, et on avait un dossier avec 50 photos et tout, etc. Donc merci encore aux repéreurs, à Johan et tout, etc. Parce que c'est vraiment la première fois où on a commencé à se projeter sur le film. À se dire « Ok, on peut le faire, c'est pas qu'un délire, c'est pas que impossible. Il faut trouver les solutions, il faut aller sur place et tout ». Donc ça a été compliqué, mais on a trouvé des gens qui voulaient se donner à fond, et c'est ça qui a permis au film de se faire, voilà, dans cette économie-là. Justement, avant de parler de la région Grand Est, je vais te donner la parole, Marie-Alix, prépare-toi. François, juste pour conclure là-dessus, on disait un cinéma français de science-fiction. Quand je vois ton film, ça va être très con ce que je vais dire, mais il fait justement... c'est le journaliste qui parle là. J'ai l'impression que si la France veut faire du cinéma de science-fiction, il ne faut pas singer les Américains. Sinon, tu es sûr que tu es largué. Quand tu vois ton film, on voyage dans le temps, tu penses forcément à Terminator, mais je ne vois pas Terminator et je ne vois pas la copie de Terminator. Je vois une proposition originale. Voilà. Donc justement, comment tu t'es positionné par rapport à ça ? J'ai pas essayé d'être original. En fait, je pense aussi que c'est aussi une erreur qu'on peut avoir en tant que réalisateur ou producteur, de se dire... En fait, on en parlait tout à l'heure au repas, c'est que on se dit forcément, vu qu'on est français, on n'aura pas les moyens de le faire, du coup, autant pas le faire. Et c'est ça notre originalité. Notre originalité, c'est de faire cheap, ou faire, on va dire, peu ambitieux. Et c'est faux, en fait. Quand on regarde les films de science-fiction qui ont marché, le premier Terminator, c'était pas un blockbuster. Enfin, c'était un film un peu indépendant. Les premiers Mad Max, c'était des petits films. Et après, ils sont devenus des blockbusters. Après, ils sont devenus des films de studio. Donc au final, cette culture-là, cette culture de la débrouille, on l'a. Et c'est même un peu ce qu'on attend dans le cinéma de genre. On sait que ces cinémas-là ne sont pas forcément des grosses prods, et on veut voir comment les réalisateurs vont se débrouiller avec pas grand-chose et faire un truc, on va dire, qui a de la gueule, qui est ambitieux. Et ça ne veut pas forcément dire avoir que des effets spéciaux tout le temps. Sur le futur, ce qui a été compliqué, c'est qu'on ne pouvait pas montrer le futur. Donc c'est pour ça que ça se passe beaucoup dans des caves. Donc du coup, des fois, c'est genre, vite, allons dans le futur à l'extérieur. Oh là là, c'est formidable, vite, rentrons, il y a un nuage. C'était une façon de ne pas avoir à montrer tout le temps de nuages. Donc, mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Le premier Terminator, c'était ça aussi. Il avait le budget pour montrer un peu de futur. Il le montre au début et après c'est genre non, c'est dans le présent après. C'est dans le présent, c'est dans des parkings. Donc ça, moi, j'ai grandi avec cette culture-là, cette culture des films, on va dire, de Carpenter, qui n'étaient pas des gros films et tout. Et on voit comment il s'est débrouillé à ses débuts. Et je pense qu'on a toute une nouvelle génération qui connaît ces astuces-là et qui sont... Voilà. Sauf qu'en France, on se dit non, autant pas faire d'astuces, autant être dans la tête des gens, autant tout suggérer. Et
ça peut être très bien, attention. Hein, c'est ce genre de cinéma, ce drame psychologique et tout ça, c'est très bien, on sait le faire en France. Mais c'est sûr que ça ne faut pas que ce soit un réflexe de se dire, bon, bah, on ne peut pas le faire, de toute façon. Voilà, quoi. Même, justement, je pense récemment à l'année du requin. Eh ben, au début du film, je me suis dit, bon, on ne verra pas le requin, c'est pas possible. Et à la fin du film, il y a une bataille avec un requin, voilà, quoi, filmé dans une piscine et tout, avec un mec qui s'est coupé en deux, enfin, ça y va, quoi. Et c'est un film de requin. Et il y a la promesse qui est tenue. Donc, c'est possible. Et voilà, faut juste voilà, quoi, remplir la promesse, on va dire, de ce qu'on vend, quoi. François en parlait, la région Grand Est a été très présente pour le tournage du Visiteur du Futur, et même après. Et la région Grand Est qui est vraiment une terre de cinéma de genre, on peut le dire, avec tous ces festivals, donc du festival de Gérardmer, au festival du film fantastique de Strasbourg, à Reims Polar à Reims. Donc, voilà, justement, en quoi la région Grand Est a justement cette ambition de devenir la région du cinéma de genre. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus ? Eh ben, déjà, je vais vous dire que vous pouvez récupérer un petit fly qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. On a effectivement décidé, avec tous ces festivals dont tu parles, avec les films qu'on accueille, d'éditorialiser un petit peu notre fonds d'aide et de travailler à la promotion du film de genre sur notre territoire. Et donc, le film de genre, même s'il ne faut pas dire genre, pour nous, c'est un peu tout ça. C'est le polar, les films de conflit, les films fantastiques, les films horrifiques... Voilà, il y a finalement la comédie qui rentre pas dans notre genre. Mais bon, j'ai peut-être dit. Hein. Donc voilà, et on a voulu aussi du coup dédier un fonds d'aide. Donc les projets comme le Visiteur du Futur s'inscrivent dans une démarche en fait de les accompagner dès le soutien à l'écriture pour pouvoir suivre des talents et avoir une durabilité du genre, donc de ces genres-là, sur notre territoire. Et je voulais rebondir sur un tout petit point. C'est pas grave, ça me reviendra après. Mais voilà. En tout cas, juste puisque justement, d'où vient cette volonté politique ? C'est une volonté politique, je veux dire, quand même, de la région, de vouloir soutenir le jeu. Je sais, mais quand même, tu peux peut-être en témoigner un peu. Je veux dire, d'où vient cette volonté politique justement de soutenir comme ça ce cinéma qui est très prisé du jeune public. D'ailleurs, on va en parler quand même. Justement, en fait, la volonté, c'est aussi de pouvoir accompagner la reconquête des publics, ce qu'on appelle un petit peu, voilà, comme ça, dans notre jargon, la reconquête du public jeune, donc 15-29 ans. Donc nous, on a toute une politique à la région pour accompagner le cinéma avec le jeune. Donc c'est via une application qui s'appelle Carte Jeunesse, un dispositif. Et dans toute cette démarche sur la jeunesse, sur la culture et le cinéma, nos festivals, on s'est dit que c'était vraiment une porte d'entrée qui pouvait vraiment avoir une vraie existence sur notre territoire. Et donc d'essayer de trouver alors je vais utiliser ce mot-là, mais un label, donc ça s'appelle Frisson en Grand Est, qui permet de rassembler un petit peu toutes ces actions. On accompagne à la fois la salle, on accompagne le jeune dans la salle, on accompagne les films qui vont être proposés dans les salles, et et puis on accompagne les festivals en fait qui se fédèrent à travers un thème. Et donc on a une ligne éditoriale complète qui va de la création aux spectateurs, et on propose en fait toute la démarche pour permettre de la création, de trouver son public. Voilà. S'il y a des apprentis aspirants réalisateurs de films de genre, je pense que vous ne pouvez pas être mieux ailleurs. C'est vrai. Puisqu'on parle de reconquête des jeunes publics, on va peut-être faire parler un directeur de cinéma, n'est-ce pas ? Dans ton cinéma, voilà, le cinéma de genre, comment se porte-t-il ? Les jeunes sont-ils bien présents ? Bon, pour Mégane, je suppose que oui. Est-ce qu'ils sont là pour des films français, peut-être justement, qui tentent d'aller vers le genre ? Par contre, j'utilise encore ce mot. Et enfin, est-ce que tu organises des animations, des événements autour de ça ? Est-ce qu'ils sont vraiment très prisés ? Merci. Alors, moi, je vais déjà commencer juste par dire que moi, ça fait 30 ans que j'ai au festival. Il y a déjà la première édition où je me souviens de l'ouverture avec Demolition Man. J'étais déjà fan de films de genre, au genre très large. Et c'est important parce qu'en fait, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 15 ans, j'en mangeais des films fantastiques, des films d'horreur. Maintenant que je suis exploitant et que j'ai la chance de pouvoir programmer dans mon cinéma les films que je veux, eh ben, je me fais plaisir. Et je me fais plaisir pour ensuite faire plaisir à mon public, pour leur faire découvrir le cinéma de genre, le cinéma différent, le cinéma qu'ils ne vont pas forcément aller voir de prime abord, parce qu'il y a, comme Manuel le disait,
la dénomination film de genre, elle est un peu restrictive, mais il y a une foultitude de types de films fantastiques. D'ailleurs, dans ce festival, on en voit. Hein, on a du slasher sanglant au film hyper intello, en passant par la dystopie et par des choses improbables. Mais c'est une variété incroyable et il faut la faire connaître, cette variété. Et pour la faire connaître, cette variété, eh bien, les salles de cinéma ont un rôle à jouer, mais comme la région Grand Est a un rôle à jouer, comme les producteurs et distributeurs ont un rôle à jouer, comme les réalisateurs ont un rôle à jouer, ben nous, au bout de la chaîne, on a le rôle à jouer que de faire venir les spectateurs dans les salles pour leur faire découvrir, certes, certains films qu'ils ont envie de voir parce qu'ils en ont entendu parler, parce que c'est une franchise, parce que c'est une suite, parce que voilà, on leur fait la promesse qu'il y a une espèce de tueur en série qui apparaît parce qu'il voilà, il est dans un miroir, parce qu'on prononce 5 fois son nom. Mais on va aussi leur proposer, trouver une place pour des films qui sont peut-être moins connus, qui vont faire découvrir de nouveaux talents. Parce que les John Carpenter et les Wes Craven, et puis les Tobe Hooper de l'époque, quand ils ont commencé, ils n'ont pas forcément eu le carton tout de suite. Ouais, peut-être quand même, ceux-là, ils ont quand même eu du bol au début. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas commencé comme ça. Et c'est notre job, comment dire, notre passion de faire découvrir ça, donc d'organiser des animations avec le soutien de la région Grand Est, avec le concours, donc la région Grand Est qui va nous aider financièrement pour mettre en place des animations, avec le concours des distributeurs et des producteurs qui vont nous donner les films qui vont permettre de monter ces opérations, avec le concours des équipes de films qui vont venir se déplacer en région Grand Est pour rencontrer le public. Tout ça pour contribuer à ce que ce public vienne voir les films de genre, parce qu'il n'est pas acquis. Si on ne le chouchoute pas, si on ne lui prévoit pas toutes les facilités pour venir voir les films de genre, il peut ne plus venir, parce que les alternatives existent, parce qu'il y a d'autres moyens de consommer du film fantastique, du film d'horreur, mais il reste que l'expérience la plus incroyable, c'est celle qu'on va vivre en salle. Et donc là, on a notre travail à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que le public de films de genre, il est là, il vient dans les salles, mais pas tout le temps. Et notamment, il lui manque une qualité parfois dommageable et que j'aimerais bien que cette qualité revienne un petit peu. Et là, les jurys jeunes, c'est la qualité que vous allez avoir en premier à mettre dans votre CV, c'est la curiosité, c'est découvrir des choses que vous n'attendez pas forcément. Allez être curieux d'aller voir un film de gang français. Bon, je vais le voir, je ne sais pas, est-ce que ça va être bien, pas bien, mais au moins c'est une curiosité, j'y vais, je fais l'effort d'y aller. Et puis je vais découvrir que finalement, depuis Les Guerriers de la Nuit, des films de gang, on n'en a pas eu 36 000, et que celui-là lui tient la dragée haute. Voilà, ça fait partie des choses que nous, exploitants, on peut faire, et on est bien aidés. Après, c'est une situation particulière. Moi, je suis exploitant d'un cinéma indépendant, privé, je choisis les films que je veux passer, et ce n'est pas le cas de partout. Ce qui fait que voilà, c'est aussi au public de se mobiliser, de se manifester par l'intermédiaire d'outils de communication modernes pour faire savoir vos envies, vos attentes sur les films. Et puis, s'il vous plaît, voilà, essayez d'être curieux. Allez voir les propositions françaises qu'on a, qu'on peut vous montrer sur grand écran, parce qu'on n'essaye pas de singer les Américains, on essaie de proposer des choses totalement différentes, ou en tout cas originales, que ça soit... alors, qui vous intéresse peut-être pas forcément... vous les jeunes, parce qu'il y a des thématiques qui sont plus adultes, mais il n'empêche qu'il y a pas mal de films qui peuvent vous toucher, vous parler, mais en tout cas susciter le dialogue une fois la vision faite. Et ça, les films fantastiques, d'horreur, de science-fiction, d'anticipation, ils sont bien placés pour générer ce type de dialogue, ce type d'échange. Merci. Alors là, je rebondis un peu sur ce que tu dis et je t'interroge à nouveau, toi, Emmanuel, justement, parce que de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué au cours de mes interviews, le cinéma de genre a souvent longtemps été considéré comme un cinéma de divertissement, en tout cas par les exploitants, justement. Il était là pour divertir et tout. Et depuis quelques années, on sent quand même que, justement, par les propositions de la Société de Manuel, justement, avec La Nuée notamment, le cinéma de genre est porteur d'un cinéma, est porteur d'un message. La Nuée est un film qui parle de la surexploitation agricole, c'est aussi un film social. Donc voilà. Donc justement, est-ce que le cinéma de genre est un peu, je ne vais pas dire entrer dans une nouvelle ère, c'est un peu, j'y vais un peu fort, mais quand même, est-ce que la perception du cinéma de genre a changé chez les exploitants au cours des dernières années, notamment les exploitants indépendants? Non, honnêtement, ils sont tous restés encore sur le film d'exploitation des années 80 où il y avait 12 suites et qu'à chaque fois, et Jason et Freddy remplissaient les salles, que c'était que des jeunes qui faisaient le cirque.
mais ils consommaient pas mal de confiserie, donc ça c'est plutôt bien. Mais il n'empêche qu'effectivement, ils voyaient ça comme un produit bas de gamme. Alors que c'est déjà à l'époque, il n'y avait pas forcément que des produits bas de gamme. Et aujourd'hui, les propositions qui sont faites, qui arrivent jusqu'à nos écrans, puisque toutes n'arrivent pas jusqu'à nos salles de cinéma, en règle générale, c'est des films qui ont quelque chose à dire. Et je pense notamment aux Visiteurs du futur. Je ne vais pas parler à la place de François, mais quand même, moi, la première chose qui m'a surpris quand je l'ai vu, c'est un film profondément écologiste. Ça délivre un message hyper important pour les générations à venir. Mais bon, en même temps, Avatar, c'est un western écolo aussi. Donc voilà, mais c'est aussi, il faut bien se dire que sous des apparences avec des ficelles propres aux films fantastiques, aux films de genre, on va retrouver un tueur en série, un fantôme, un requin, ou j'en sais rien. On a derrière souvent des messages qui sont peut-être pas audibles au premier abord, mais qui vont marquer et infuser dans l'esprit des spectateurs et qui vont faire que le film de genre, c'est pas toujours un produit de pure consommation, c'est aussi un produit de réflexion. Et c'est pas un produit même, c'est une œuvre, c'est une création. Il y a des gens derrière qui ont œuvré, qui ont mis de leur cœur, de leur âme et puis de leur ingéniosité pour le créer, pour le faire vivre. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Et notamment en France, où il y a quand même les économies de ces films sont souvent fragiles, mais derrière, on a des résultats qui ont aussi souvent de la gueule. Et avec ces budgets-là, on arrive à transcender des limitations économiques pour arriver à produire des films qui, encore une fois, je le répète, mais qu'il faut aller voir. Mais pour aller les voir, il faut être curieux et puis voilà, il faut se dire allez, j'y vais, je tente. Pas mal d'aller voir des choses un peu différentes. Je ne taperai pas sur les plateformes, mais vous avez quand même beaucoup de redites sur les films qui vous sont proposés. C'est un truc marche et donc on en refait 12. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'essayer de donner des ouvertures sur le monde, un point de vue sur le monde, qui peut être sous un habillage ludique, comme peut l'être Teddy. Teddy, c'est un film sur l'exclusion sociale. Mais quand même, c'est très drôle. Et puis à la fin, c'est poignant. Enfin, la problématique en France, c'est que c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue, en réalité. C'est qu'on essaye de fabriquer des films avec les moyens qu'on arrive à avoir. Ces films-là ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal, et donc on n'arrive pas à avoir de moyens supplémentaires, ainsi de suite. Donc à un moment, soit vous vous dites non, mais de toute façon, en France, on est nul et donc on ne pourra jamais faire de bons films, soit à un moment, le public se dit on va se déplacer, peut-être que les films sont intéressants, et à ce moment-là, ça générera plus de moyens. Je pense par exemple qu'en France, on est très capable de faire des films avec des héros récurrents, type Equalizer par exemple. Je pense que c'est tout à fait possible. C'est pas très difficile à faire. Mais c'est juste que le cinéma français n'ose pas aller sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce que par tradition, on considère qu'on n'est pas très bon. Mais pourtant, dans les années 70, les polars de Jean-Pierre Melville tenaient largement la dragée haute aux polars américains. Donc après, c'est une question de volonté. Aujourd'hui, on est dans une politique du chiffre, c'est-à-dire qu'un film est bon parce qu'il marche. Je pense que c'est pas vrai. Un film est bon parce qu'il est bon. C'est pas parce que des millions de personnes se déplacent sur un bouche à oreille, souvent tronqué de mon point de vue, souvent dû à un matraquage publicitaire qu'un distributeur indépendant n'a pas les moyens d'effectuer. Et donc vous ne pouvez pas résister d'une certaine manière à ce matraquage, et donc vous vous sentez obligé d'y aller sous peine de ne pas pouvoir en parler avec vos copains. Je pense que ça, c'est pas un truc qui est très juste. Il y a plein de choses très intéressantes qui se passent. Il y a beaucoup de cinéastes, femmes, hommes, très jeunes, qui ont plein d'idées neuves, qui n'ont pas de formatage dans leur tête, qui ont grandi avec, comme vous, enfin je suis désolé, je m'adresse beaucoup aux jeunes, hein, ne m'en veuillez pas, c'est un peu papy qui explique son point de vue, qui ont grandi avec, comme vous, avec l'Internet, avec ces faisceaux d'images qui arrivent dans tous les sens, et aujourd'hui, ils ont d'autres idées qui veulent mettre en application, et pour qu'ils puissent les mettre en application, il faut qu'on puisse leur donner les moyens de les mettre en application. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ça me semble relativement logique. On pourrait faire Equalizer, on pourrait faire Smile, mais la France fait balle perdue, par exemple. C'est juste que ça ne sort pas en salle, quoi. C'est dommage. En fait, on a les moyens de produire, mais ces films-là ne vont plus en salle, on a l'impression. C'est-à-dire qu'à un moment,
si personne ne veut s'investir dans tel ou tel film, prenons l'exemple de Balles perdues, et qu'une plateforme dit « Ah mais nous, Balles perdues, c'est super pour notre public, on va le faire », d'ailleurs ils en ont fait même 2, peut-être qu'il faudra les produire là. Donc ça serait quand même dommageable, c'est quand même plus agréable d'aller le voir dans une salle de ciné, hein. Et Netflix, je trouve, Netflix et les plateformes en général ne sont pas très regardants ni sur les scénarios ni sur la qualité de ce qui est livré, fini. C'est quand même... S'il faut qu'on aille produire des films fantastiques, thrillers, comédies, ce que vous voulez, pour les plateformes, à un moment on finira par le faire, et peut-être vous serez hyper content de les voir sur les plateformes, mais ça aura un impact, je pense, moindre sur les carrières de ces réalisateurs. Parce que peut-être demain, le cinéma, c'est que ça. Peut-être que demain, à un moment, le cinéma sera que les plateformes. Ça serait quand même con. Et je vous pose la question à tous les trois. Tiens, d'ailleurs, on parlait de films, voilà, qui sortent un peu des sentiers battus. C'est vrai que j'ai l'impression que si on prend des films qui sont très appréciables au demeurant, hein, je pense à Smile, je pense à Annabelle, voilà, qui tracent droit, qui sont peut-être pas plein de surprises, mais qui en tout cas sont très efficaces. On voit que le public est là. Et pour des films un peu plus audacieux, qui, j'ai envie de dire, mélangent un peu les genres, c'est des projets hybrides, comme on dit, et c'est ce qui en fait le charme, parce que ça dénote de tout ce qu'on voit à côté. Et ben, soit la magie opère auprès du public, soit elle opère pas. Je citerai, quand elle opère, là, Joker. Joker, les fans de Batman et de DC Comics étaient en salle, et les fans de Scorsese, de cinéma d'auteur, les cinéphiles adeptes de La Valse des Pantins ou de Taxi Driver étaient là aussi, et le film a fait 6 millions. Parasite, j'en parle même pas. Les fans de Bong Joon-ho étaient là, les fans de cinéma coréen, les amateurs de thriller. Enfin, le film était tellement riche. Et puis des fois, là, je cite un de tes films, je cite La Nuée. J'avais interviewé le réalisateur à l'époque, il m'avait dit: je voulais marier le cinéma de Raymond Deperdon à celui de Jeff Nichols. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre, quoi. Enfin, aucun des deux publics n'est venu. Et c'est dommage, alors que c'était un film, sur le papier, c'est très prometteur de marier ces deux ambitions. Mais parfois, ça ne prend pas. Comment on l'explique ? On ne l'explique pas, en fait. Ou on est nul en cocktail, ou alors les gens n'aiment pas les cocktails, quoi. Je vois que ça. En fait, ce qui est difficile, et avec le Victor Futur, on avait un peu les mêmes problématiques, c'est qu'on avait l'aspect science-fiction, l'aspect comédie. Et c'est vrai que même si pour moi, dans le film, ça se mariait de manière, on va dire, organique, pour le grand public, comment le présenter, c'était vraiment... On a mis autant de temps à monter la bande-annonce sur le film. C'est-à-dire que vraiment, on a mis 3 mois pour monter la bande-annonce, parce qu'on a fait toutes les versions possibles. Et parce que nous-mêmes, on n'avait pas les solutions. Et c'est ça qui était intéressant avec la façon dont on a vendu le film Histoire Future, c'était que le distributeur, KMBO, n'avait jamais fait ça. Pyramide n'avait jamais fait ça, et moi, j'avais fait ça, mais pas au cinéma. Donc on était tous inexpérimentés, et donc on s'est tous posé les questions une par une. Genre, ok, alors si on met que des blagues, ça donne quoi ? Ah, ok, ça donne ça. Ok, si on met vraiment une musique triste, ça donne quoi ? Et en fait, KMBO, là-dessus, c'était intéressant avec eux, c'est qu'eux, ils ont tout de suite identifié que c'était plus stratégique de le vendre comme un film de science-fiction de grand spectacle, et que la comédie allait apparaître dans la bande-annonce, mais c'était pas le plus important, et que les gens allaient être surpris de voir la comédie plutôt au cinéma, plutôt que d'essayer de trop vendre la comédie au départ et de faire croire qu'il n'y aura pas de grand spectacle. Donc du coup, on est plutôt parti là-dessus. C'est pour ça que l'affiche, elle est pas tant comédie que ça. Alors bien sûr, quand il y a Arnaud Ducré, ça donne peut-être forcément un aspect comédie. Mais je me rappelle qu'on a fait le posing, donc les photos des comédiens sur l'affiche. Je leur ai dit, voilà, c'est à l'américaine, quoi. C'est badass, machin, c'est mystérieux, il y a du danger et tout. Et on a vraiment positionné les comédiens. Au final, on a fait une affiche qui, et là, je suis complètement d'accord, ressemble à une affiche assez américaine, assez classique. Mais c'était une stratégie. Ça. Vraiment, on a fait toutes les autres affiches, on a fait des affiches plus mystérieuses, etc. Et on s'est dit, mais on ne comprend pas. Et en fait, c'est là où j'ai vu que la stratégie était payante, c'était que quand je suis allé au cinéma voir mon film en avant-première, je voyais toutes les affiches de tous les autres films, et la mienne, je la voyais de loin. C'est-à-dire que je la reconnaissais de loin. Je dis, ah, ça c'est le Victor Futur, et les autres, je ne voyais pas trop. Et en fait, des fois, voilà, c'est que des problématiques de com, mais de com de publicité, quoi. C'est-à-dire que là, on va au-delà du film. Et donc, c'est là où ça devient... Moi, j'ai vachement appris là-dessus. Parce que oui, des fois tu peux te dire non, mon film il est plus comme ça, mais en fait il faut faire confiance quand même au distributeur, il faut que le distributeur fasse confiance au créateur, et c'est plus on fait le film ensemble, mieux on peut le vendre, quoi.
Et c'est ce qu'on a fait avec KMBO. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé la main sur toute la stratégie, on va dire, digitale, parce qu'ils savaient que c'était moi qui devais un peu parler et tout. Et après, eux, ils sont occupés de tout ce qui est les réseaux de cinéma, de tout que moi, je ne maîtrisais pas. Donc, on s'est bien complété, et ça a été un travail d'1 an. C'est-à-dire entre le moment où le film était... On a commencé la com et le moment où il est sorti, ça a mis 1 an. Et on a fait un truc que d'habitude on ne fait jamais, on a fait 2 bandes annonces. C'est-à-dire que d'habitude, en France, on ne fait qu'une bande annonce. Ils m'avaient dit, bah non, mais les Américains, ils font minimum 3 bandes annonces. Donc on a fait une bande annonce qui était une bande annonce pas cinéma, mais pour Internet, et après une bande annonce salle, voilà, et tout. Et donc la bande annonce Internet était un peu plus mystérieuse, machin, parce qu'on savait qu'on avait touché un public, on va dire, qui était fan de la série, qui voulait, voilà. Et tout ça, on s'est posé des questions pendant 1 an. Et c'est pour ça qu'on a pris vraiment le temps, et parce que on n'avait pas de schéma en fait. On posait les questions au fur et à mesure. Tu touches un point quand même important, et nous on a un peu aussi surfé là-dessus pour attirer notre public jeune en salle. Tu parles de ton travail digital, etc. Toi, tu as quand même construit toute une communauté, et tu as vraiment travaillé cette communauté-là. Je ne dis pas que c'est l'avenir, je ne sais pas, je ne suis pas une communicante, mais disons que j'ai l'impression quand même qu'il faut aussi peut-être un petit peu travailler différemment certains films. Et du coup, tu as touché, toi, quelque chose qui a vraiment bien marché. Nous, on a accompagné, en fait, à tes côtés, cet événement sur notre territoire. Mais disons qu'on a vu aussi des effets très, très bénéfiques par rapport à ce qui s'est passé en Grand Est, avec toute cette campagne digitale. Mais la stratégie digitale a permis au film de se faire connaître par des gens qui connaissaient déjà l'univers du Vice Futur et qui en ont parlé à des gens qui ne connaissaient pas. Et après, ces gens-là ont relayé l'information, et quand même, ça n'a pas été que des tweets et que de l'Instagram, ça a été aussi des campagnes d'affiches. Mais il fallait qu'il y ait les deux en même temps, parce qu'il fallait que le film existe comme un vrai film. Et c'est pour ça qu'au début, ils ne voulaient pas qu'à KMBO mette des affiches dans le métro, et en fait, au final, ils ont dit, ah, quand même, ça vaut le coup. Et là, tout d'un coup, on a vu que les gens ont dit, ah, c'est un vrai film. C'est pas juste François qui te sort un truc sur le cinéma, c'est un vrai film, puisque je l'ai vu dans le métro, etc. Et pareil, dans les cinémas de toute la France, les cinémas, on faisait de la promo. Vraiment, il y avait des pubs du Vice Futur à côté de Brad Pitt, pour les Train. Et ben, il y avait une sorte de légitimité à ce moment-là. Et ça, c'est sûr que ça demande quand même un minimum d'investissement, on va dire, traditionnel. Même si maintenant, les affiches, l'avantage des affiches numériques, c'est qu'on a vu, quand on arrive au cinéma pour une avant-première Vice Futur, tous les écrans sont aux couleurs du Vice Futur. Et donc on dit, oh, mais c'est trop bien. Et dès qu'on sort de la salle, les écrans s'éteignent, et là, hop, il y a Jack Mimoun. Donc en fait, ça coûte pas grand-chose de les changer finalement. Donc il y a des trucs comme ça qui permettent, on va dire, au film de pas... Parce que ce que nous disent des fois les distributeurs, nous disent ça sert à rien d'acheter des Colin Morris à Paris, personne ne les regarde, etc. Donc il faut trouver le bon équilibre. Il y a peut-être des anciens trucs qui ne servent plus à rien et qui coûtent trop cher, mais il y a un minimum d'investissement, on va dire réel, quoi, donc pas digital, pour que le film ait quand même une légitimité. Et aussi un autre truc qui a été important pour le film, c'était la presse. C'est que pendant 10 ans, j'ai pas que fait des conventions pour le public du Vice Futur, j'ai aussi créé une relation avec des journalistes qui m'ont suivi, qui avant étaient pigistes à Première et qui après étaient journalistes à Première. Et du coup, maintenant sont, on va dire, à Télérama à Première, etc. Donc du coup, quand le film est sorti, ils l'ont défendu, et surtout, ils étaient bienveillants. Parce qu'ils connaissaient mon parcours, ils savaient que je venais pas de nulle part, etc., que j'avais galéré et tout. Et du coup, ça a été ça qui a été vachement bénéfique. Et ça a été même étrange parce que j'ai vu des journalistes qui je ne pensais pas que ça allait les intéresser, comme Télérama. Et alors que les journalistes, je pensais que c'était bon, c'était dans la poche, genre Mad Movies, l'écran fantastique, les magazines que moi je lisais quand j'étais petit, eux ils s'en foutaient du film, c'était genre oh, c'est une comédie, c'est de la merde. Donc c'était important finalement de faire ce travail sur 10 ans. C'était pas que les fans, c'était aussi les professionnels qui ont grandi avec moi. Mais il y a eu des grosses actions Oui. sur ton film qui ont fait aussi un buzz quand même. Ça a fait parler de ce film, ça a donné encore Oui. plus de bouche à oreille. J'ai l'impression, Totalement, après, ouais. encore Bah, une fois... c'est un truc, c'est ça qui m'a été aussi ma deuxième grande leçon sur le film, c'est de le voir le film exister dans les salles, de rencontrer les exploitants pratiquement un par un. Enfin, moi j'ai fait que la moitié des salles et une autre équipe a fait l'autre moitié, mais ça a été hyper bénéfique pour nous, pour la suite, si on fait une suite ou un d'autres films, de comprendre comment le film existait en bout de chaîne, parce que quand tu es réalisateur ou scénariste, on te bloque un peu ça, quand on te dit non, ça c'est le boulot des producteurs, après ça c'est le boulot des distributeurs, après c'est le boulot des exploitants. Le fait d'aller au bout, d'accompagner le film, et en plus pour nous, ça c'est hyper important, parce que tout le monde nous dit, le KMBO nous disait oh, merci d'avoir fait cette tournée. Et on dit non mais merci à vous de nous permettre de vivre le film plus longtemps que, parce que pour le coup il serait sorti sur une plateforme, on m'aurait dit bravo François, et c'est fini. Et j'aurais même pas pu voir le film avec un public, à part en projection presse ou privée, et encore. Là, on a pu voir le film pratiquement 70 fois, enfin
plus ou moins, le vivre, c'était notre récompense en fait. De le vivre avec un public dans toute la France, c'était notre récompense. On était vraiment très heureux de le faire. Oui, d'ailleurs, la deuxième équipe, ils ont un peu tiré la langue à la fin. Ils ont vu que c'était un vrai job. Par contre, c'est un vrai job et tu fais 3 salles par jour. C'est vrai qu'il faut être frais, il faut répondre aux questions, il faut être sympa. Et je sais qu'à Épinal, c'était le moment où ils étaient fatigués, Florent et je ne sais pas si les gens étaient là, mais voilà, mais parce qu'avant, ils étaient à Remiremont et ils avaient eu un cocktail. En fait, ils ne le disent pas, mais ils étaient torchés en fait. Ils n'étaient pas. Non, il faudrait rétablir la vérité. Ils n'étaient pas torchés. Par contre, ils étaient fatigués, mais ils étaient hyper enthousiastes. Et cet enthousiasme, ça rejaillit sur l'exploitant, mais ça rejaillit sur le public. Et là, on a parlé de en amont, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le film existe. Mais il y a ensuite, pendant que le film est en exploitation, où là, vous avez un rôle à jouer. Parce que, et là, je ne m'adresse pas qu'aux jeunes, parce que les moins jeunes qui sont dans la salle, si vous êtes à Fantastic Art, c'est que vous adorez les films de genre, les films fantastiques, et que je ne vais pas vous convaincre d'aller voir ces films. Par contre, là où ce que je peux vous inciter à faire, c'est d'en devenir les ambassadeurs. Quand vous avez aimé un film, quand vous l'avez découvert en festival, en avant-première, avec une tournée d'équipe, mais c'est d'en parler. Moi, je fais le boulot du distributeur, là, mais c'est, in fine, c'est aussi le boulot de l'exploitant. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. Il y a tellement de films qui sortent, il y a tellement de propositions différentes, et pas qu'au cinéma, sur les plateformes, à la télé ou ailleurs, que quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous a particulièrement touché, et puisque vous êtes fan de films de genre, puisque vous êtes ici, eh ben, dites-le, ce film, il est vachement bien. Allez le voir. Oui, vous n'avez peut-être pas envie d'aller le voir au départ, mais allez-y. Vous dites à vos amis de faire vivre, enfin, vous le faites vivre, et vous dites à vos amis de faire vivre le film par les commentaires, par les retours, par les notes que vous pouvez donner, parce que c'est ça aussi qui fait exister un film, parce que le film n'est pas mort le premier mercredi de sortie. Il peut encore continuer à vivre, même si les chiffres, les exploitants sont bien placés pour le dire. On regarde que les chiffres, alors nous, le nombre de salles, le nombre de séances, le nombre d'entrées, le nombre de recettes, enfin, on ne voit que des chiffres, mais on ne voit pas le film. C'est à vous de pouvoir montrer que vous avez été voir une œuvre, vous avez été voir un film qui vous a touché, qui vous a marqué, qui est vachement intéressant, qui vous parle, et vous en êtes les ambassadeurs. Et ensuite, ce film génère ce qu'on appelle... Et c'est quelque chose qui avait un peu disparu, mais le bouche à oreille qui va permettre ensuite d'avoir une carrière, une notoriété, une existence qui peut-être ne multiplieront pas les chiffres de fréquentation par 10, mais qui au moins vont l'inscrire dans l'inconscient collectif, et puis qui va être une petite brique à un mur qu'on va construire petit à petit pour que le film de genre français, à la française, puisse avoir ses lettres de noblesse et être connu, bénéficier de moyens plus conséquents, et puis faire émerger des talents qui vont se spécialiser dans le genre. Parce que c'est vrai qu'en France, à part Jean Rollin, qui a fait quasiment que des films fantastiques, mais c'était il y a longtemps, il n'y a pas de réalisateurs qui... s'il y en a 2, 3, mais très peu qui se sont fait Alexandre Aja, ou Alexandre Bustillo et Julien Maury. Mais il y en a peu, mais on pourrait les aider aussi. Et voilà. Et juste pour insister sur le fait que ensuite, une fois que tout le travail a été fait, toute l'énergie, les moyens ont été dépensés par le producteur, par l'équipe créative, par le distributeur et un peu par l'exploitant, ensuite la balle est dans votre camp. Et les collectivités locales. Je ne vais pas tarder à donner la parole à la salle quand même. Juste avant, comme ça vous pouvez préparer votre question si vous en avez. Manuel, juste, il y a quand même quelque chose qui fait la force du cinéma français, c'est sa diversité. Voilà. Donc on dit que, je reviens sur le cinéma de genre, il y a des projets effectivement tracés, genre Annabelle, tout ça qu'on peut aimer, mais ces projets hybrides que tu nous offres chaque année, comme La Nuée, comme Teddy, comme Ogre qui était présenté ici l'année dernière, est-ce qu'on peut quand même espérer, quand bien même les résultats ne sont pas encore là, est-ce qu'on peut espérer le marché a aussi besoin de ces films-là, on a besoin de ce genre de propositions différentes. Est-ce que tu... C'est ton combat en plus, c'est ton fer de lance, rassure-moi, tu ne vas pas laisser tomber. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous spectateurs, vous avez vu que vous avez un nouveau job, qui est de devenir ambassadeur. C'est un beau métier, ambassadeur. C'est important. Aujourd'hui, de toute façon, vous ne croyez plus aucun canard, vous ne croyez plus aucun média, donc vous croyez que la parole portée par des gens en qui vous avez confiance. Donc, faites-vous ambassadeur. Voilà, ça c'est le petit message. Est-ce qu'on continuera? Oui, enfin, on va essayer tant qu'on peut. Donc, puisque au final, c'est le cinéma qui nous intéresse et celui qu'on a envie de défendre.